Bonjour à tous, bienvenue sur 10 minutes avec Neo4j. Alors, je suis en compagnie de Nathalie Charbel. Bonjour Nathalie, ça va? Oui, ça va bien. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de normes GQL, Graph Query Language. Alors, en anglais, on parle beaucoup de standards. Nous, on dira normes en français, c'est le terme français, hein, c'est ça? Oui, Euh, et puis, on va essayer de développer quatre petites questions. Voilà, c'est quoi les impacts de cette nouvelle norme ISO? Euh, Ça veut dire quoi standardiser un langage? Standardiser un langage pour les nuls, qu'est-ce que c'est? Comment ce standard est-il organisé? Ça y est, je dis standard au lieu de norme. Comment cette norme est-elle organisée et quel a été ton rôle dans ce travail? Et puis positionner le langage Cypher de Neo4j vis-à-vis de GQL. Bon programme? Ok. Bon. super. Alors, ouais, partons sur la première question. Alors, finalement, ce 17 avril 2024, il y a eu l'ISO qui a tamponné hein, cette norme GQL, un bon document de 600 pages. Alors, qu'est-ce que ça signifie en termes académiques, en termes de recherche, pour les entreprises, pour les éditeurs logiciels? Oui, alors c'est un moment très fort dans l'histoire parce que avoir une norme internationale ISO est une avancée majeure. Ça montre un travail énorme de plusieurs années des experts du domaine sur des technologies susceptibles d'avoir un impact global significatif. Le rôle principal d'une norme, c'est de permettre à ces technologies d'être accessibles à tout le monde. Donc, GQL, en tant que norme pour les bases de données graphes, pour les langages de bases de données graphes, est particulièrement important dans un monde où les données deviennent de plus en plus interconnectées et dynamiques. On a vu déjà que les graphes ont prouvé leur efficacité pour représenter ce genre de données et presque dans toutes les industries, aidant ces données à avoir plus de sens pour une exploitation optimale. Donc, si on veut parler de ce que cela signifie pour plusieurs secteurs, on peut dire qu'au niveau académique, les institutions vont devoir mettre à jour leur programme pour inclure la norme, ce qui va permettre aux étudiants d'être bien formés aux technologies et aux pratiques les plus récentes. Au niveau des entreprises, ça va créer, en fait, ça va leur permettre de gagner en compétitivité parce que les clients et les partenaires préfèrent souvent travailler avec des industries qui suivent des normes reconnues internationalement. Pour le monde de recherche, je dirais que les chercheurs vont pouvoir baser leurs projets de recherche sur des pratiques standardisées, ce qui va permettre à ces projets de gagner de crédibilité et d'attractivité pour les publications et les financements. Le plus important, c'est qu'au niveau des éditeurs logiciels, ça va créer une interopérabilité entre les différents systèmes de gestion de bases de données. Ça va faciliter l'échange et l'intégration des données. Et pour les langages de base de données qui vont adopter les spécifications de la norme, ils vont s'enrichir parce que la norme déjà tient en compte les meilleures caractéristiques des langages existants. D'accord. Donc, alors, je me mets à la place d'une entreprise qui investirait dans de la base de données graph. On parle souvent en anglais de vendor lock-in. J'ai une technologie spécifique et je peux pas vraiment en sortir et où ça va me coûter de passer à une autre technologie parce que le langage n'est pas le même. Là, c'est fini finalement. Exactement. C'est le but d'une norme, c'est d'effacer ce vendor lock-in. Ok. Bon. Et alors, si je passe à la deuxième question, si on rentre un petit peu dans la norme, dans le standard. C'est quoi? Ça veut dire quoi, standardiser un langage? Parce que il faut décrire tout un tas de choses. C'est quoi Exactement. le langage? Comment il est interprété? Qu'est-ce qu'on s'attend à voir? C'est assez riche. Oui. En gros, il faut établir les règles formelles et les spécifications de ce langage. Il faut décrire comment ça fonctionne, comment il pourra être utilisé et interprété. Donc, en gros, on parle de la définition de la syntaxe et de la sémantique du langage.
Donc, un exemple de syntaxe pourrait être, par exemple, comment écrire une commande pour mettre à jour les données du graphe. Quelles erreurs peuvent surgir si, par exemple, le graphe n'existe pas? La sémantique, quant à elle, va plutôt décrire ce qui se passe derrière dans la base de données une fois la commande est exécutée. Et en fait, cet ensemble de règles et de spécifications est très important parce que ça va permettre aux développeurs et aux entreprises qui vont adopter la norme de comprendre quels éléments sont essentiels et obligatoires et quels autres éléments sont optionnels pour pouvoir être conformes à cette norme. Ouais, et donc c'est une spécification d'implémentation qui est plus ou moins stricte. Donc il y a des points importants à respecter et des points un peu optionnels. C'est ça? Exactement, oui. Et les Ok. points, oui. Après, en fait, être conforme, c'est pas, ça n'exige pas l'implémentation d'être, en fait, d'implémenter toutes les spécifications de ce langage. Il y a des spécifications qui peuvent exister dans une implémentation et qui ne sont pas décrites dans la langue. On parle de vendor extension. Et il y a aussi, quand on parle de conformité, en fait, ça veut dire que toutes les spécifications obligatoires doivent figurer telles quelles dans une implémentation. D'accord. Ok. Et alors, finalement, toi, ton rôle, il a consisté à quoi? Dans quels arcanes de la norme tu es allé te nicher pour bien décrire ce qu'il fallait faire? C'était quoi ta partie? Oui. Donc, mes collègues et moi, donc moi, je faisais partie de l'équipe Langstar chez Neo4j et c'est l'équipe qui était plutôt le leader de la norme GQL. Euh, notre rôle, c'était plutôt d'écrire des papiers qui discutent des fonctionnalités spécifiques de ce langage. Par exemple, j'ai travaillé beaucoup sur tout ce qui est procédure, comme les procédures stockées, ce qui est équivalent aux procédures stockées dans la norme SQL. J'ai travaillé sur plein d'autres fonctionnalités. En fait, dans le papier, il faut décrire comment ça marche, donc et décrire la syntaxe et la sémantique. Il faut donner des exemples. Il faut présenter cet article ou ce papier devant un comité. Donc, on a deux comités auxquels on participait. Le premier comité, c'est au niveau national, au pays auquel on est rattaché. Neo4j était rattaché à l'organisation nationale américaine euh, qui s'appelle Insights. Et en fait, il y avait un working group qui s'appelle GQL, donc spécialisé pour le langage GQL. Donc, je faisais partie de ce comité et je présentais ces articles à ce comité. Donc, il faut les discuter avec d'autres entreprises, d'autres vendors, comme par exemple Oracle, TigerGraph, Google et plein d'autres collaborateurs. Il faut arriver à un consentement pour pouvoir intégrer ce qui a été proposé dans ce papier à l'intérieur du texte de la norme. Et c'est Euh, et c'est que quand il y a un consensus que finalement c'est adopté. Et il faut une exact- majorité, il faut. Exactement. Ok. Donc, euh, donc, on obtient un consentement au niveau national. S'il passe, si on obtient l'acceptation du papier, on passe au niveau international, au comité ISO. Donc, c'est un autre working group qui s'appelle WG3, qui est spécialisé pour le langage des bases de données en gros. Donc, c'est d'ailleurs le même comité qui a créé la norme SQL dans le passé. Il y a beaucoup plus longtemps. Voilà. Oui. Ok. Et, oui, et par la suite, donc, une fois le papier est accepté au niveau international ISO, les éditeurs de la norme pourront inclure le texte de ce papier dans le texte, dans le draft de la norme. Et en fait, le draft, il passe par plusieurs étapes qu'on appelle ballottes. Au début de chaque étape,
Les pays membres du comité ISO vont réviser le texte du draft et ils vont soulever des problèmes. Ça peut être des problèmes mineurs, comme des problèmes techniques majeurs qu'il faut adresser à travers d'autres papiers. Une fois on a ces papiers qui ont résolu ces problèmes, euh, à la fin de chaque étape, les éditeurs, ils vont voter, pardon, les pays membres du comité ISO, ils vont voter pour ou contre le passage de la norme à l'étape suivante, et ainsi de suite, jusqu'à l'étape finale de publication. Qui a eu lieu il y a quelques semaines. Oui, Ah, exactement. d'accord. Donc ça a pris en tout quelques années, tout ce processus. Oui, ça a pris 4 à 5 ans à peu près. Moi, j'ai rejoint l'équipe il y a 2 ans. Mais il y a des gens qui ont travaillé sur ça pour plusieurs années. D'accord. Alors, merci beaucoup Nathalie. Et finalement, pour finir, euh, Cypher, donc le langage de base de données inventé par Neo4j, vis-à-vis du langage GQL, alors l'un est inclus dans l'autre, l'autre est inclus dans l'un. Comment est-ce qu'on pourrait les positionner l'un vis-à-vis de l'autre? Oui, il faut tout d'abord savoir que le langage GQL ou la norme GQL a été basée a été créée sur la base de Cypher. Ça veut dire une grande majorité des spécifications viennent du langage Cypher. Euh, Bien sûr, on a pris en considération des caractéristiques d'autres langages ou d'autres normes comme la norme SQL, mais la grande majorité vient de Cypher. Par la suite, originairement, Cypher va être conforme à la norme. Donc Cypher, c'est une implémentation et n'importe quel autre langage de requête de base de données graph va être aussi considéré comme une implémentation de cette norme. Et en fait, on parle de conformité ou pas par rapport à la norme. Donc Cypher, il est naturellement conforme. Ce qui veut dire que les utilisateurs de Cypher, ils peuvent déjà profiter des atouts de la norme sans faire un effort supplémentaire pour comprendre la norme et être à jour avec cette norme. Euh, Après, bien sûr, il y a un degré de conformité. Ça veut dire il n'est pas à 100% conforme parce que, comme j'ai déjà mentionné avant, il y a des spécifications qui existent dans la norme et qui n'existent pas dans Cypher ou dans d'autres implémentations. Alors, Euh, tu aurais un petit exemple? oui. Donc, du coup, par exemple, il y a une grande partie des fonctionnalités graph pattern matching qui ont été introduits dans la norme GQL. On a vu dans le passé une partie de ces fonctionnalités qui ont déjà été implémentées dans Cypher et c'était déjà un succès. Donc ça, c'est un exemple de comment en fait un langage peut évoluer pour inclure davantage des spécifications de la norme et pour être de plus en plus conforme. Il y a aussi un autre exemple, c'est que la commande insert qui existe dans le graphe pour être compatible avec les utilisateurs et les développeurs SQL, pour créer par exemple des nœuds dans le graphe, ça va être aussi au fur et à mesure introduite dans le langage Cypher dans le futur. Du coup, Cypher va, au fur et à mesure, il va évoluer pour inclure et implémenter d'autres spécifications de la norme et être de plus en plus conforme. Euh, il y a quelque chose très important que je voulais mentionner, c'est que il y a des développeurs et des entreprises qui n'ont pas pu participer au comité ISO et qui souhaitent dorénavant adopter la norme. Et donc pour eux, la meilleure garantie, c'est de faire partie de la communauté OpenCypher. Donc OpenCypher, c'est le projet open source de Cypher. Neo4j, il y a quelques années, a mis à disposition des spécifications de ce langage à travers cette communauté. Au fur et à mesure, OpenCypher va aussi inclure d'autres spécifications qui viennent de la norme. Euh,
Et en fait, un exemple des implémenteurs d'OpenCypher, c'est Amazon Neptune. Donc, oui, pour récapituler, Cypher est conforme à la norme parce que la norme a été déjà créée en se basant sur les spécifications du langage Cypher. Les utilisateurs de Cypher peuvent continuer à utiliser Cypher sans aucun souci. Et les développeurs et les nouvelles entreprises qui souhaitent adopter la norme, c'est en fait pour eux, pour elles, le temps de faire partie de la communauté OpenCypher. Bon, génial. Alors, Nathalie, on a pris finalement cette interview à l'envers. On n'a pas parlé de ton rôle chez Neo4j, mais comme tu es en train de changer, peut-être qu'on peut le faire à la fin comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais maintenant? Et je crois que tu as intégré une équipe sur l'IA générative. Oui, c'est vrai. Il y a quelques mois, j'ai rejoint l'équipe IA générative de Neo4j. C'est une équipe récente. On travaille sur tout ce qui est RAG, Retrieval Augmented Generation. Euh, et en fait, aussi, on travaille sur, par exemple, l'évolution de text to cipher pour, euh, pour en fait utiliser une requête de langage naturel et la transformer directement euh, en langage cipher Ou en et, GQL. ou GQL, lui. Donc c'est Voilà, la même chose c'est au la même final. chose. Oui, et actuellement, je travaille sur l'évaluation d'un pipeline RAG. Euh, donc, il existe plusieurs approches pour profiter de la connaissance qui est représentée par un graphe pour l'alimenter à un LLM et générer des réponses plus exactes, plus précises en se basant sur les graphes Neo4j. C'est ce que... Donc, tu as créé l'agence de notation du RAG. Oui, en fait, c'est pas moi, mais c'est l'équipe Ok. plutôt. Et en fait, j'évalue les différentes approches pour comprendre quelle stratégie RAG est meilleure que l'autre. Bon, on n'en dit pas plus. Ça va sortir dans pas longtemps et on en parlera largement à ce moment-là. Nathalie, merci beaucoup. C'était super clair. Et à très bientôt pour d'autres sujets. Merci.